Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Pascal Gautran du collectif Tricolore. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline, merci pour cette invitation. C'est un plaisir. Alors donc du coup Pascal, ce que je voulais vous demander d'abord, c'était est-ce que vous pouviez nous raconter votre parcours, vous présenter et nous dire comment vous êtes arrivé sur la laine. Alors, c'est un parcours qui a commencé il y a pas mal de temps. Je suis designer, j'ai une formation en fait au départ en design textile et design de mode. J'ai toujours été passionné par ce secteur-là, sans trop savoir pourquoi, à vrai dire, au départ. Et assez rapidement, au fur et à mesure de mes études, j'ai j- j'ai découvert une attraction particulière en fait pour la notion de savoir-faire. Finalement, plus que simplement le produit final, qui généralement est quand même l'objet du designer. Ce qui m'intéresse, c'est de quelque part de designer euh, ce que sont les filières, euh, le parcours en fait de la matière première pour devenir un produit. Euh, Pourquoi? Parce que sur ces dernières décennies, sur la fin du XXe siècle, on a probablement beaucoup valorisé la notion de création, de créativité, et ça s'est fait beaucoup au détriment de la notion de savoir-faire, de fabrication. Évidemment, on a beaucoup délocalisé aussi, puisque depuis les années 90, notre industrie textile française a perdu 90% de ses effectifs. Euh, Mais en même temps, on a perdu une certaine connaissance, une certaine culture qui s'est transférée sur d'autres éléments plutôt liés à l'image, au style. Donc c'est intéressant aussi, mais disons que j'ai petit à petit abordé mon rôle de designer comme le fait de pouvoir remettre du lien entre ces deux éléments-là, d'un côté la création et de l'autre côté les savoir-faire. Euh, En 2008, j'ai d'ailleurs obtenu une résidence à la Villa Médicis à Rome, pendant laquelle j'ai vraiment pu disons, consacrer tout mon temps et approfondir cette réflexion-là. Et en 2009, quand je suis rentré en France à nouveau, j'ai lancé mon propre cabinet de conseil qui me permet depuis d'accompagner alors, des acteurs assez variés. Ça peut être des groupements professionnels autour d'un métier, je sais pas, la dentelle de Calais par exemple, la dentelle de Calais Caudry, ou bien des territoires, un certain nombre de savoir-faire sur, sur leur périmètre, ou bien des salons professionnels également. Et donc, avec toujours comme axe, en fait, je dirais, de manière croisée, la notion de savoir-faire, évidemment, de fabrication, mais aussi de territoire. Parce que on se rend compte que, quel que soit où on se place sur la planète, finalement, le territoire est aussi une composante importante de la notion de fabrication, parce que ça a plein d'impacts, en fait. Évidemment, des impacts plus légers, moins faciles à voir, qui sont des impacts culturels, mais aussi des impacts en termes de développement durable. Ouais. Donc tout cela, en fait, fait que c'est très difficile de détacher un savoir-faire d'un territoire. Euh, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre qu'en 2018, enfin déjà dès 2016, hein, j'ai commencé
plusieurs projets avec des territoires, communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. Mazamet étant un peu une grande capitale du textile et de la laine en particulier, la laine cardée. Euh, et ensuite avec la région Occitanie, à Montpellier, dans le cadre d'une foire économique, j'ai participé à la structuration d'événements qui mettaient en avant des acteurs de ces territoires respectifs. Et c'est au fil de ces rencontres-là que j'ai commencé à prendre conscience en fait des enjeux de la filière laine ou des filières lainières françaises, notamment au travers d'une personne qui est pour moi emblématique de cette filière aujourd'hui, qui s'appelle Éric Carlier, qui est le fondateur du PASTRAM, un atelier de tissage situé justement à côté de Mazamet, et qui, déjà à l'époque, s'était lancé dans la transformation de différentes races qui ont des propriétés de couleur naturelles. Alors, on est sur un podcast dédié à la couleur naturelle. Celle-ci ne provient pas directement des plantes, même si j'imagine que l'alimentation du mouton joue sur sa pigmentation, mais euh, mais c'est directement en fait la race qui produit des toisons pigmentées. Alors ça peut être le noir du velay, ça peut être l'oré campant, la solognotte, autant de races en fait qui ont des particularités tinctoriales intéressantes et qui du coup transformées par Éric Carlier donnaient des tas de tissus sans teinture du tout, qui est quand même une étape assez gourmande en eau, en énergie. Et donc, ça permet voilà, de mettre en valeur finalement ce patrimoine et on revient à la notion de territoire, parce que comme vous l'avez entendu dans le nom des races, elles ont souvent le nom des territoires qui sont un peu leur berceau, donc la Sologne ou plus en Velay pour le nord du Velay. Voilà, c'est encore une fois intrinsèquement lié, la notion de territoire est très présente. C'est grâce donc à Eric que je dirais j'ai mis un pied là-dedans. Euh, j'ai trouvé à l'époque que sa démarche était très contemporaine euh, et avait sans doute, même si elle était très confidentielle, car c'est un petit atelier, je pense qu'elle gagné sans doute à être un peu plus connue. Euh, et donc en 2018, j'ai proposé au salon Made in France, qui se tient chaque année au Carreau du Temple, de mettre en scène en fait cette filière en faisant connaître la problématique au plus grand nombre de marques. Et donc pendant quelques mois, on a un peu battu le rappel. On est allé à la rencontre de nombreuses marques, de nombreux designers pour leur raconter un peu ce qu'était cette filière avec donc à l'époque euh, très peu de valeur pour la laine. Euh, Puisqu'aujourd'hui encore, la plupart de nos éleveurs en fait tondent à perte. Ça coûte plus cher de tondre que ce qu'on leur offre pour les toisons correspondantes. Euh, et ce parce que on a un peu laissé cette filière se désagréger. Il existait jusqu'à la fin des années 80 ta profession qui régissait un peu le dialogue entre l'élevage en amont, l'industrie un peu plus en aval. Euh, et puis, parce que à ce moment-là, on était en plein cœur de la désindustrialisation. Euh, la matière synthétique était bien plus pratique et bien moins chère que la laine. On se posait pas encore les questions d'impact environnementaux que l'on se pose aujourd'hui. Euh, et donc on a laissé voilà se désagréger cette interprofession et toute l'organisation qui existait à l'époque et qui permettait d'avoir notamment un paiement à la qualité qui est indissociable
de l'amélioration qualité. Si, s'il n'y a pas de rémunération Mm. conséquente, enfin suffisante pour mieux travailler, et ben c'est vrai que la tonte aujourd'hui, c'est devenu très banal. Les éleveurs ont perdu l'habitude de tondre que la laine puisse être récupérée et moins valorisée. Euh, donc bon, c'est forcément très compliqué et très chronophage, mais ça demande quand même un petit effort, une petite attention suivie tout au long de l'année sur la conduite du troupeau et en particulier le jour de la tonte pour éviter, par exemple, se retrouve trop de paille dans les poisons, parce que c'est ce qui est le plus complexe à relever par la suite. Voilà. Donc, à l'époque, en 2019, donc en mars 2019, nous avons rassemblé sur le salon enfin 68 marques, créateurs, designers, qui avaient travaillé sur plus de 130 prototypes ou produits déjà commercialisés exclusivement en laine française, avec une petite dizaine de races différentes. Donc, ces produits étaient sans teinture, en fait, avec tiraient un peu parti des, des diverses couleurs des propos français. Donc, donc voilà, ça a été un peu un moment fort pour moi parce que ça m'a permis de confronter un peu l'idée ou l'intuition que j'avais que la démarche d'Éric Carlier, par exemple, mais pas seulement, puisque également les natures du parc, Brassac dans le Tarn, s'était aussi engagé dans le développement d'une petite gamme de fils pour, pour le tricotage, ce qui me permettait d'avoir un peu les deux aspects, c'est-à-dire la laine tissée, foulonnée ensuite sous forme de drap de laine par Éric Carlier, et également des fils destinés plutôt au tricotage développés par Filature du Parc. Donc, ça a permis de vérifier cette intuition qui avait un intérêt pour le marché, que les marques pouvaient s'emparer un peu de cette matière première, faire des choses intéressantes, créatives avec, et également dépoussiérer un peu l'image de la laine, qui est souvent associée à un petit artisanat très local, en petite quantité. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un impact, puisqu'on a quand même 25 000 éleveurs en France, hein, avec entre 10 et 12 000 tonnes de poisons qui sont tondus chaque année, ce qui est une masse énorme et qui évidemment n'est pas absorbable uniquement par l'artisanat local, euh, qui Mm. joue un rôle important, hein. Je ne pas du tout ces activités-là, mais disons que si on veut vraiment trouver une solution pour Mm. qui puisse se convenir et surtout impacter le plus grand nombre d'éleveurs, il faut vraiment travailler à toute échelle en fait. Donc Ouais. voilà, et du coup, l'année suivante, en plein Covid, j'ai profité de mon temps pour pouvoir un peu rassembler une partie des acteurs qui s'étaient déjà, qui avaient joué le jeu, qui avaient sorti des collections qui avaient été mises sur le marché l'hiver suivant, euh, et rassembler des acteurs autour notamment de la Fédération nationale ovine, euh, et avec l'aide également de Deloitte Développement Durable, un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable, qui nous a accompagnés pro bono pendant une année. Le groupe LVMH également s'est joint à une réflexion. Euh, et l'association Paris Good Fashion, en fait, a fait un axe de travail sur les filières lainières françaises. Et c'est là que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait construire quelque part un vaisseau pour cette profession en rassemblant trois grands univers. Donc, en amont, l'univers de l'élevage, euh, au centre, l'univers des savoir-faire de transformation, et ils sont très nombreux, on en retrouve plus tard, mais euh, la laine, en fait, elle peut être utilisée dans beaucoup de
types de produits, en passant par des types de transformation très variés. On pense souvent au fil, au tricot, mais en réalité, c'est très, on peut l'éditer, on peut l'utiliser en vrac, on peut aussi la transformer, tirer parti de ses composés, notamment la kératine. Donc il y a énormément en fait de choses d'usage traditionnel, puisque faut quand même rappeler que cette matière en fait elle accompagne l'humanité depuis 10 000 ans au moins, puisqu'on a retrouvé des traces de textiles réalisés à base de laine il y a déjà 10 000 ans. Euh, et aussi au travers d'usages complètement innovants avec des startups aujourd'hui ou même des plus grosses entreprises qui inventent, innovent euh, pour mettre à profit cette Avec la matière laine. première différemment. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est un peu long, mais c'est un peu ce qui a mis le collectif Tricolore sur les rails, puisque en fin 2020, en fait, nous avons fait le lancement officiel du collectif Tricolore avec sous forme d'association loi 1901. À l'époque, nous avions une bonne trentaine de membres fondateurs qui se sont investis à tout niveau, donc soit des fédérations professionnelles, Oui. soit des institutions comme la Bergerie nationale ou le Mobilier national, soit directement des entreprises détentrices de savoir-faire ou qui développent la distribution de certains types de produits et qui souhaitaient en fait voilà, s'engager, participer à une réflexion sur comment est-ce qu'on peut reconstruire ou construire tout court Mm. un système vertueux, valorisant pour cette matière première aujourd'hui en France et avec nos partenaires européens, puisque certains maillons sont très affaiblis sur notre territoire. Mm. Donc il faut réfléchir de manière plus large encore que les frontières de notre pays pour, si on veut, avoir une chance de construire quelque chose de durable. Ok. Alors, vous avez dit fin 2020 la création du collectif Tricolore. Vous avez parlé de 3 univers, j'en ai loupé un. J'ai l'élevage, le savoir-faire de la transformation, et vous avez parlé, le troisième, c'est quoi? Le troisième Alors univers oui, du collectif Tricolore? le troisième univers du collectif tricolore, c'est la distribution. Et c'est important d'emmener en fait les marques, les metteurs sur le marché à Mm. réfléchir dès l'amont en fait et à mieux connaître l'amont, ce qui se passe dans l'élevage. Donc une des grandes fiertés que je peux retirer de ce collectif, c'est cette mise en dialogue en fait d'univers qui ne se connaissent plus en fait, qui ne se connaissent plus, qui sont assez distants, qui ont des cultures très différentes, mais aussi très complémentaires et qui, au travers de cette thématique de la laine, euh, se retrouvent finalement avec un point commun, des projets communs, des idées communes, des valeurs communes. Donc c'est ce qui fait un peu l'énergie du collectif tricolore aujourd'hui. Et donc, vous avez dit, il y a une trentaine de membres à peu près. Vous êtes basé où exactement? Alors nous sommes l'association est domiciliée à la Maison nationale des éleveurs à Paris. Mais D'accord. nos membres, eux, sont partout en France hein, et un petit peu aussi dans certains pays limitrophes. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus d'une soixantaine de métiers. D'accord, OK. Et donc c'est un système, comme une fédération, en fait, il y a une contribution, une adhésion des personnes et des événements qui sont organisés, des rassemblements, des événements. C'est un peu comme ça que ça fonctionne? Absolument, tout au long de l'année, on coordonne, alors beaucoup en visio, mais aussi avec des voyages de travail selon les thématiques. On coordonne donc les rencontres et les réflexions pour pouvoir faire aboutir des projets concrets. Là, on a beaucoup travaillé sur la mise en place d'outils et de méthodes communes. La première phase Oui.
c'est vraiment la rencontre, déjà, c'est-à-dire le dialogue entre chacun des membres, les aider, les étapes avant eux, les étapes après eux, les enjeux correspondent aux différents métiers, pour pouvoir réfléchir avec une vision plus large que uniquement leur métier ou leur segment. Euh, et aujourd'hui, donc, après 2 ans et demi de travail collectif, on, on travaille de manière active sur la mise en place d'outils communs, notamment un outil digital de filière qui va permettre de moderniser énormément, de garantir une forme de traçabilité, mais aussi de permettre d'accompagner euh, depuis la ferme jusqu'à leur transformation en produit fini, les accompagner en fait de données qui sont cruciales euh, Ouais. pour la qualité, pour une rémunération plus équitable, pour, euh, pour aussi des questions de responsabilité, puisque comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, nous sommes dans un moment vraiment historique, dans le sens où nos industries, notre consommation est en train d'évoluer de manière très forte, avec beaucoup plus de conscience des impacts en fait de cette consommation, Mmh. de ces productions qui n'étaient pas mesurées jusqu'à présent et qui aujourd'hui voilà, poussent chaque entreprise, chaque maillon de la filière à devoir déjà connaître ces impacts pour pouvoir les maîtriser, les réduire si possible. Donc là, dans ce cadre-là, la filière laine française, elle a vraiment un rôle à jouer. Je dirais même que son rôle il est même vaste parce qu'il s'inscrit dans une logique qui est la même pour tout l'élevage européen, euh, qui est uniquement dédié en Mmh. fait à la production de viande ou de lait, euh, et qui fait que la laine est un sous-produit, presque un déchet. Euh, Et pourtant, paradoxalement, c'est ce qui lui confère déjà une valeur supérieure, dans le sens où son impact sur la planète, du fait qu'elle n'a pas besoin, que ce n'est pas un élevage qui est élevé pour sa production, fait elle Mmh. endosse qu'une petite partie en fait de, de- des impacts de l'élevage, ce qui fait que finalement c'est une matière qui en soi est déjà là, qu'on n'a pas besoin de produire et qui donc est quelque part plus vertueuse que d'autres matières pour lesquelles il faut engendrer un D'accord. élevage ou une production, Mmh. quelle qu'elle soit. Donc là, déjà, on part je Je voulais dirais, d'un, d'un, d'un point positif dès le départ, quoi. Et je voulais justement vous demander, dans votre outil digital de filière, c'est un genre de comme une blockchain, comme on a sur l'alimentaire, avec chaque acteur ou chaque étape qui est renseignée avec des informations digitales disponibles pour toute la chaîne. C'est un peu ce genre d'outil-là que vous aimeriez développer? Oui, c'est un peu sur le style, sur le principe de la blockchain, effectivement, avec des informations qui sont transmises d'un maillon à l'autre. Alors, toutes les informations ne sont pas transmises parce il y a aussi des questions de confidentialité sur certains types de données, sur certains maillons, mais ça permet effectivement de pouvoir euh, remonter la chaîne si besoin, si nécessaire, pour des questions d'amélioration de Mmh. qualité, de traçabilité pure, de garantie de provenance, euh, pour même un calcul des impacts éco-responsables. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc du coup, si je vois bien votre comment dire objectif, vu que pour avoir fait ça dans ma vie passée sur des sujets comme ça où il y avait des histoires de blockchain et en fait, l'idée, c'est que grâce à ça, vous puissiez avoir une certaine réassurance sur la qualité des laines, la traçabilité, les origines pour les grandes marques qui en ont besoin, mais aussi que vous puissiez, par exemple, calculer un impact carbone ou un impact tout court de cette filière laine pour des marques qui ont les moyens de mettre en avant ces arguments-là, si je comprends bien. C'est un peu ça?
C'est ça avec un paramètre supplémentaire qui est la gestion de la qualité, qui est intrinsèquement lié à la notion d'équité aussi. C'est-à-dire que si on veut euh, imposer un paiement à la qualité, euh, certes, on peut vérifier la qualité dès le départ, l'attente, voilà. Mais souvent, c'est plus tard en fait que se fait la valorisation. Et si on n'est pas capable de pouvoir remonter la chaîne, D'accord. on ne sera pas non plus capable de pouvoir valoriser en fonction des niveaux de valorisation derrière auprès des éleveurs. Et Désolé, alors, il y a un du petit coup, peu de Pascal, bruit. une question toute bête. Comment? Il y a un tout petit Non, peu de non, bruit c'est qu'on a autour un de petit moi. décalage de réseau, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. J'entends pas le bruit autour de vous, mais il y a un petit décalage dans notre conversation. Mais euh, du coup, je voulais vous poser la question, et en fait, ça fait la transition avec la question d'après. C'est quelles sont toutes les étapes, on va dire, de l'élevage jusqu'à la tonte, les différentes étapes qui suivent cette tonte. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qui définit une qualité de laine? Parce que si vous souhaitez rémunérer vos partenaires par rapport à la qualité de la laine, je suppose que vous avez mis un cahier des charges et ça doit être sûrement en lien avec déjà la race. Je pense que toutes les races ne se valent pas. Et après, vous aviez dit la présence d'impuretés. J'ai vu qu'il y avait aussi une histoire de suin dans la toison, des poils différents qui n'étaient pas valorisés pareil, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup les différentes étapes après la tonte et aussi ce qui fait la qualité en gros d'une bonne laine ou d'une laine un peu moins qualitative? Alors, beaucoup d'acteurs aiment bien dire qu'il n'y a pas de mauvaise laine, mais il n'y a que des bons usages pour les bonnes laines. Donc, c'est vrai que déjà, il convient d'utiliser le pluriel. Tant pour la laine, on devrait dire les laines, parce qu'en réalité, effectivement, d'une race de mouton à l'autre, d'un type d'élevage à l'autre, on peut avoir de très très fortes différences. Donc, souvent, les paramètres principaux sont le nitronnage, la longueur des fibres, qui peuvent varier énormément. Euh, mais également, les types de transformation et les types d'usage, comme je le disais tout à l'heure, sont aussi très variés. Ce qui veut dire qu'une bonne laine pour faire un bon tapis, c'est pas forcément une bonne laine pour faire un bon pull. Donc, ce D'accord. dans quoi il faut arriver à remettre un peu d'ordre, c'est déjà comprendre quels usages pour quelle typologie de laine. Et ensuite, c'est pas juste une race, un usage, c'est un peu plus complexe que ça, puisque au sein d'une même toison, on peut avoir des types de laine différents. Donc, selon le niveau de valorisation possible, il va falloir mettre en œuvre en fait des types de tri différents. Ça peut être un tri à la toison ou ça peut être un tri plus précis encore où on va découper une toison en plusieurs morceaux. Euh, Cela dépend évidemment du type d'usage et des cahiers des charges. Là non plus, il n'y a pas un seul cahier des charges, il y a énormément de cahiers des Hum. charges. Euh, il y a des cahiers des charges traditionnels. Il faut comprendre que jusqu'à présent, notre industrie ne s'appuie pas du tout en fait sur des usages de laine locale ou très très peu à la main. Ce qu'on utilise, ce sont des laines qui arrivent souvent de notre bout de la planète, qui sont conditionnées, standardisées d'une certaine manière, ce qui les rend plus faciles en fait à Ouais. transformer, plus faciles à traiter. Nous aujourd'hui, on part un peu de zéro, avec la nécessité de devoir aussi inventer des catégories de laine, euh, inventer des systèmes pour pouvoir les catégoriser d'une part et ensuite faire suivre la logistique derrière. C'est Hum. là où, encore une fois, l'outil digital, lui, peut permettre en fait de gagner du temps, de pouvoir agglomérer des lots similaires plus vite sans avoir à systématiquement réouvrir des ballots pour Ouais. revérifier, etc. Donc, donc l'idée, c'est aussi de fournir au travers de cet outil plus de facilité, de fluidité dans le système logistique qui aujourd'hui en fait porte tout le poids, tout le coût de la laine finalement, et la raison pour laquelle on offre très peu à l'éleveur,
c'est que en fait derrière ça coûte très cher d'aller chercher cette Ouais, la laine. collecte. C'est des Ouais. lots, la collecte, ce sont des lots en moyenne de 500 kilos par bergerie, puisqu'on est sur à peu près Ouais. 250 têtes en moyenne par bergerie en France, en Europe de manière générale. Donc ça produit à peu près 2 kilos en fonction des races, là encore, hein, c'est variable. Euh, voilà. Après, dans les typologies de laine, bon, il y a les éléments sur la laine elle-même, hein, comme le micronage, mais effectivement, vous avez mentionné le suin, qui est un peu la transpiration du mouton, en fait, qui se retrouve tondue, prise euh, là aussi, ça donne lieu à des types de valorisation possibles, notamment la lanoline, qui est un composé qui est entré historiquement dans la composition du cosmétique, parce que la lanoline a de très bonnes caractéristiques de- comment dire, pour le terme maintenant. La lanoline a de très bonnes caractéristiques d'hydratation. Donc c'est vraiment un avantage. Donc on peut valoriser certes la laine, mais en réalité dans une toison, on peut la voir aussi comme un ensemble de coproduits à explorer Oui. sur des usages, voilà, encore une fois, qui peuvent être innovants aujourd'hui. Euh, Donc votre principal, on va dire, concurrent, c'est en fait, peut-être la laine d'Australie, le mérinos qui vient, non, c'est pas ça? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'on n'a Ah! pas du tout les mêmes, caractéristiques. Donc, il est absolument pas question que les laines françaises se mettent à concurrencer le mérinos australien. On est sur des micronages qui n'ont rien à voir. On est sur une forme de standardisation en Australie qui n'a Ouais. rien à voir. Et en termes d'impact, on est aussi ça va faire grincer, mais on est sur un je dirais, nous sommes sur un coproduit, là où l'Australie, en fait, élève ses moutons pour de la laine. Donc, Que pour ça? le Ouais, gros de d'accord. l'impact, il est attribué à la laine et Mmh. pas à autre chose, ce qui fait que finalement, cette laine, elle est plus fine, elle est plus standard. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, elle a un impact environnemental qui est moins bon que D'accord. l'impact théorique, hein, qui aujourd'hui Mmh. reste théorique, hein, puisque Mmh. l'impact de l'élevage français ou européen, parce que je pense que c'est vers là qu'il faut aller, vers une prise de conscience européenne ensemble, parce que juste la laine française, même au niveau national, c'est très peu. C'est finalement une micro-goutte d'eau. On va quand même rappeler que la laine, ça représente 1% seulement des fibres qui sont utilisées sur le marché aujourd'hui. Et quand je dis 1%, ça inclut toute la laine australienne Ouais. qui représente les trois quarts de la laine qui est produite dans le monde. Ouais, donc plus Donc, on sera d'acteurs, européens, ce serait d'ailleurs davantage, voilà, massifier un peu plus la production, hein, d'accord, je comprends mieux. Et j'avais une question du coup, je viens de la perdre. Ah merde. Ah ça y est, il fallait que ça bug. Je sais plus ce que j'allais vous dire. J'avais une bonne question que j'ai perdue. C'est pas grave. Continuons. Donc du coup, donc on a parlé, la laine représente 1% des fibres textiles mondiales. L'idée, c'est d'aller bah, multiplier le nombre d'acteurs. Est-ce que, avant qu'on passe sur la filière laine en France et plutôt en Europe et ouvrir, est-ce qu'on pourrait parler des différentes étapes suite à la tonte? Donc on a bien compris, vous, votre particularité, c'est que vous travaillez des laines qui sont en fait comme des déchets, puisque les animaux sont élevés pour la viande ou pour le lait. Vous, allez, un c'est pas le bon terme. sous-produit. On va dire sous-produit. Ouais, vous avez dit déchets tout à l'heure, mais oui, là, le but, c'est que ce soit un sous-produit, un coproduit, on va dire. Un Et du coproduit, coup, ça serait le Graal. bon, ok, alors je coupe parce que je me suis plantée. Donc, un coproduit. Euh, Comment vous faites? Moi, j'ai beaucoup de questions parce qu'il y a plein d'exploitations. Donc, les périodes de tonte sont à peu près quasi les mêmes. À peu près, c'est une fourchette commune ou non?
à peu près? Sur 6 mois à peu près, les tontes Ah oui, commencent d'accord. déjà parfois fin décembre dans le sud de la France, hein, et vont se poursuivre jusqu'en juin, début juillet. D'accord. Voilà, pour le gros est concentré, mais vous avez raison, une grande partie, plus de la moitié va se dérouler au printemps, en mars, avril en ce moment. D'accord. Donc les animaux sont tondus. Qu'est-ce qui se passe après en fait? Comment c'est collecté? Est-ce que c'est l'agriculteur qui envoie ça à un point particulier? Est-ce que c'est un camion comme un camion de lait qui passe collecter les toisons? Sachant que vous avez parlé de 500 kilos, il faut quand même être équipé, il faut avoir un système logistique. Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas, là encore, il n'y a pas de standard, hein, puisque selon les types de laine, hein, selon l'accessibilité des exploitations agricoles, en fait, il peut y avoir vraiment des choses très, enfin, les cas de figure sont incomparables. Donc, ça n'est pas l'éleveur qui se déplace. Généralement, on vient plutôt collecter sa laine, même si on a tendance aujourd'hui à voir que peut-être, comme en Grande-Bretagne, ça pourrait être une première étape euh, qui aiderait que d'aller déposer sa laine dans des dépôts, mais nous Ah n'en oui. avons pas beaucoup. Euh, Donc c'est souvent soit des collecteurs privés qui vont passer dans les fermes pour pouvoir ramasser le produit de la tonte qui est stocké dans des curons, ce qu'on appelle des curons. C'est d'assez gros sacs avec 50, 60 kilos de laine à l'intérieur chaque fois. Donc ça fait à peu près une dizaine par bergerie. Ça peut être c'est assez volumineux, hein, parce qu'on la tasse pas beaucoup. On la tasse, on saute à pieds joints sur les sacs, mais bon, la laine c'est très expansif et les laines françaises sont reconnues pour ça justement. Elles ont beaucoup de gonflants, ce qui leur confère notamment en literie des usages assez vertueux. Euh, et ensuite, ça peut être également collecté directement par des coopératives ovines, par exemple, qui vont rendre service à leurs éleveurs en allant chercher cette matière première chez eux pour les débarrasser un peu. Bon, il faut dire que notre système D'accord. fonctionne très mal, hein, puisque c'est 3 années et ça va être la 4e année. Euh, Depuis que le marché s'est effondré, avec la désorganisation due au Covid, en fait, nos éleveurs stockent parfois 3 années de ponte consécutives sans avoir d'acheteurs ou d'offres sérieuses en face, quoi. Donc, il y a un malfonctionnement, un dysfonctionnement de cette logistique qui est Ouais. assurée voilà, par des collecteurs privés ou des coopératives. Grosso modo, c'est ça. On essaie de mutualiser, c'est-à-dire peut-être la coopérative vient livrer du grain et repart avec Hmm. les toisons. Bon, voilà, mais encore une fois, voilà, il y a pas vraiment de Ouais, de recettes miracles. Ça logistique peut être les tondeurs. Dans certains cas, ce sont les tondeurs qui récupèrent la laine. récupère la laine. Donc voilà, il y a vraiment des cas de figure très très variés aujourd'hui. Voilà. Après, les étapes suivantes, pour un usage, euh, en fait, depuis quelques années, la laine est classée sous produit animal de catégorie 3, donc avec un risque sanitaire moyen, mais léger, mais quand même présent, qui fait que si on veut l'utiliser, que ce soit même pour faire du paillage sur sa Mhm. propre exploitation, eh ben, il faut l'hygiéniser d'abord. Alors, il y a plein de méthodes d'hygiénisation possibles, mais donc le lavage, c'est la méthode la plus conventionnelle, on va dire. Et le lavage utilise pas mal d'eau, pas mal d'énergie, puisqu'il faut monter au moins à 60 degrés pendant 1 heure pour hygiéniser. Donc la laine contient pas mal de graisse, hein, donc il y a un système de saponification qui se met en place euh, et elle génère son propre savon en fait une fois qu'on a lancé ce système. Mais il faut quand même pas mal d'énergie pour la mécanique et puis pour l'eau évidemment. Euh, c'est un maillon très particulier en France parce qu'on a quasiment perdu les acteurs. En tout cas, tous les acteurs industriels ont disparu, ont fermé leurs portes au début des années 2000, pour les derniers, au milieu des années 2000.
il nous reste un lavage qui est le lavage des Gévaudan, qui est en Haute-Loire, qui est un lavage semi-industriel, on va dire, ou semi-artisanal, euh, avec une capacité extrêmement réduite. Donc, on ne pourrait pas laver, on s'était amusé à calculer. Si j'avais travaillé Ouais, en 3-8 pendant toute l'année, il serait capable de laver à peu près 2% de la laine française. ouais, d'accord. Là, il ne travaille pas en 3-8, donc Hum. il ne lave même pas 2%. Euh, c'est un maillon qui, bah, du coup, peut être aussi intéressant si on se place de l'autre côté. C'est-à-dire si on se dit que ben, le fait qu'ils aient tous disparu, et ils ont souvent disparu parce que il y avait des contraintes de retraitement des eaux très fortes, Ah oui. très coûteuses, sur un maillon, sur une étape finalement qui, à part l'hygiénisation, n'apporte rien en termes de valorisation. Hum. Donc c'est ce qui a probablement signé le déclin de tous nos lavages industriels. Aujourd'hui, il en reste quelques-uns en proche Europe, donc en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, de tailles assez diverses aussi. Donc, il y a quand même une petite capacité de lavage en local, on va dire, mais c'est tout. Et je disais donc que cette méthode, qui est la méthode traditionnelle, donc qui utilise beaucoup d'eau, qu'il faut retraiter après, qui utilise beaucoup d'énergie, si elle a disparu, c'est peut-être aussi le moment opportun de la réinventer. Et donc ça, c'est aussi un axe sur lequel le collectif tricolore s'est positionné il y a 2 ans. Nous avons obtenu une aide de la part de France Relance pour nous aider dans dans, Top. dans, dans cette recherche. Euh, et aujourd'hui, on est arrivé un peu mais avec une technologie un peu, comment dire, alternative, qui est déjà une technologie qui s'appelle le CO2 supercritique, qui est déjà utilisée dans d'autres secteurs de l'industrie, euh, mais pas dans le lavage de la laine, et qui peut voilà, contribuer à ce lavage sans pour autant consommer autant d'eau, autant d'énergie. Donc là, on est enfin, les acteurs, nos adhérents qui sont impliqués dans ce développement-là sont en train d'étudier la faisabilité C'est quoi passage le à principe? l'industrialisation. C'est quoi le Le principe CO2 du... supercritique, le CO2 supercritique, c'est que, bah, en fait, on nous a souvent appris qu'il y avait trois états, donc solide, liquide, gazeux. En réalité, il y en a Mhm. quatre. Il y a aussi un état supercritique qui intervient sur les molécules à très forte pression. Donc là, il s'agit en fait de mettre sous CO2 la Mhm. matière première à très forte pression, euh, pas forcément pas obligé de générer de la chaleur, et ça va en fait permettre Nettoyer. d'exprimer une grande partie des matières organiques en fait qui sont dans le poison. Donc ce Ça abîme process-là, pas la laine? non, ça n'abîme pas la Non. laine, Ah, d'accord. c'est ce qu'il a fallu vérifier en Ouais, laboratoire. voilà. Donc on a fait un peu Les toutes les tests. recherches labo, et aujourd'hui on est en phase d'industrialisation, enfin les acteurs Top. concernés sont en phase d'industrialisation. Donc on espère très fortement que d'ici Génial. peut-être 2 ans, on pourrait avoir un lavage qui serait d'un nouveau type avec des impacts environnementaux bien moindres, euh, ce qui nous, ce qui nous permettrait ben, d'être encore plus, de s'inscrire encore mieux en fait dans cette transition environnementale Écologique. Ouais, top. qui est à l'œuvre et pour laquelle la laine pourrait jouer un rôle intéressant, quoi. Et Alors, du coup, après, ce ben, une serait fois qu'elle alors, si je Pardon, il y a un continue décalage. dans la Allez-y. filière, si je continue dans la filière, les étapes qui suivent le lavage, là, elles sont diverses. Il ne faut pas imaginer la filière laine comme une Hum. filière très linéaire. Je préfère parler des filières laine parce que elles sont très variées, très imbriquées les unes dans les autres, avec
des étapes qui donnent lieu en fait à des écarts. Je pense par exemple, souvent l'étape suivante, c'est le cardage, peignage. Euh, au cardage, on a des pertes. Au peignage également, mais ce ne sont pas forcément des pertes parce que les pertes d'une filière peuvent devenir les produits d'une autre. D'accord. Donc là aussi, on a tout à gagner à reconstruire un écosystème complet parce que ben, plus on valorisera, moins il y aura de pertes et parce qu'on valorisera mieux les coproduits à chaque stade de la transformation. Euh, Mieux on arrivera à valoriser la matière auprès des éleveurs. Donc, euh, donc c'est important voilà, de considérer cette pluralité des transformations. Euh, et après, ben, une fois qu'on a cardé, ben, on peut peigner si on veut faire un film. Mhm. On peut aiguilleter si on veut faire des matelas, par exemple. On peut feutrer si on veut faire du feutre pour des usages plus techniques ou même pour des usages un peu design en déco ou autre. Voilà. Après, sur les étapes de filature, si on reste sur le fil, bah, il y a des filatures peignées ou des filatures cardées. C'est des types de filatures différentes qui donnent des résultats de fils différents pour des usages différents. Donc là, encore, Mhm. il faut quelque part presque parfois réinventer l'usage de la laine dans ces métiers parce que on a des entreprises en France qui ont pu être spécialistes de la laine il y a 50 ans, mais Ouais. qui se sont beaucoup tournés ces dernières décennies vers d'autres types de fibres, synthétiques en particulier, qui ne nécessitent pas autant de, je dirais, d'excellence et de connaissances que les matières naturelles. Les matières naturelles, c'est complexe en fait, parce que la météo, le taux Mhm. d'hygrométrie, tout peut influer en fait. C'est aussi vrai pour les colorants naturels, mais tout peut influer sur les réglages des machines, sur Ouais. le résultat final. Donc ça demande une connaissance très fine en fait des process de transformation, des machines, de la conduite des machines. Et là, c'est là où finalement notre premier écueil, c'est la formation, c'est la transmission de certaines connaissances, de certains savoir-faire parce que voilà, plusieurs décennies comme ça à se consacrer à la transformation d'autres fibres font que la laine est très méconnue. Alors, Mhm. et quand je dis la laine, la seule laine qui est connue, c'est quelque part, c'est la laine mérinos standardisée qui arrive d'Australie. Là, il faut apprendre à connaître des catégories de laine françaises qu'on n'avait jamais testées, en fait, que nos industriels ces dernières 50, 100 ans n'ont jamais testé en fait. Ouais. Donc donc il y a un vrai challenge aussi de collectif, d'innovation, de R&D qui doit se faire et ça c'est aussi dans le dialogue parce que un certain type de lavage peut permettre un certain type de transformation, un certain type de filature peut permettre un certain type de tricotage ou de tissage. Donc ça demande aux acteurs de se syntoniser entre eux pour mettre au point en fait des produits à chaque étape de la filière qui soient les plus utilisables possible, les mieux possibles pour les maillons suivants. Ouais. Donc c'est là où on voit que cette chaîne est assez longue et qu'elle peut être assez complexe, hein, parce qu'après, bon, bah, du filateur, on va passer chez des tricoteurs ou des tisseurs. Il va falloir aussi inclure des étapes d'ennoblissement Mhm. alors ça peut être la teinture, bien sûr. Alors la laine, elle est parfaite pour, elle, elle se teint très facilement. Donc historiquement sur les colorants naturels, Mhm. voilà, on a des archives incroyables avec des coloris somptueux et très profonds de plantes, mais euh, elle se teint très bien également avec des procédés chimiques, pétrochimiques actuels. Euh, Mais voilà, c'est encore une fois, il faut savoir maîtriser ces effets de teinture ou d'ennoblissement, quels qu'ils soient. On peut foulonner la laine, on peut la faire feutrer, on peut l'émeriser, on peut faire plein de choses, mais encore faut-il, voilà, euh,
adapter les réglages des machines à ces laines françaises. C'est tout l'art que déploie actuellement une grande partie de nos adhérents, quoi. D'accord. Et justement, je voulais savoir les utilisations principales de la laine aujourd'hui, c'est quoi, avec le collectif tricolore? C'est, principalement une débouchée textile ou il y en a plusieurs ou? Non, on a bon alors en majorité, c'est vrai qu'on a beaucoup de marques inscrites qui vont utiliser les laines françaises dans un but de développer des produits d'habillement, des accessoires des vêtements. Mais on sait par expérience, enfin on sait par analyse que ça va correspondre finalement à un pourcentage de notre gisement global qui est très faible, peut-être 10, 15% dans le temps, D'accord. mais pas beaucoup plus. On a aussi pas mal d'adhérents qui sont issus du monde de la literie. Je pense à Teddy Bear, par exemple, qui a développé un matelas pelote qui utilise une grande partie de laine, ou le groupe Coffel avec la marque Kepeda, qui également mis met en place un sourcing tracé pour s'assurer que demain, leur utilisation de fibres naturelles seront purement françaises, quelles qu'elles soient. Aussi, ils ont aussi le lin ou Mmh. le timbre dans leur scope. Donc, c'est intéressant. Euh, voilà, après, on vient de lancer un groupe de travail sur les géotextiles avec plusieurs de nos adhérents qui s'intéressent à la question pour mettre à profit l'aspect notamment biodégradable de la laine, le fait qu'elle contienne également beaucoup d'azote, hein, ce qui est enrichissant en fait pour les plantes, hein. Donc c'est une sorte d'engrais naturel, on va Ouais. dire. Euh, voilà, donc il y a des choses. Et puis aussi, j'ai parlé des coproduits des toisons. On a aussi des startups qui nous rejoignent avec l'idée de tirer profit différemment, en fait, avec des usages très innovants, en fait, de, de, de la laine ou des toisons. Comme quoi, par exemple? L'usage de la kératine, D'accord. OK. de l'azote, voilà, il y a plein de composés qu'on peut extraire, en fait, de D'accord. la laine ou des toisons, selon le cas. OK. Oh, c'est hyper intéressant. Du coup, j'arrivais à la partie sur, vos partenaires en France, et ailleurs et venir sur, la comment se porte la filière laine, en France. Un petit peu sa place, ses volumes et cette notion d'Europe qui est plus importante, j'ai l'impression, sur les fibres naturelles parce que pareil sur le chanvre, il y avait une notion de gagner, une échelle supplémentaire, de mutualiser les outils, de mutualiser les et en fait, j'ai l'impression que c'est dans le discours, j'entends à peu près les mêmes problématiques. Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir vos partenaires en France et plus loin. Bon, on en a quand même cité pas mal d'acteurs. Et comment se porte la filière laine en France et les avantages à avoir une vision plus globale européenne. Eh bien, donc la filière française, nous, au-delà de nos adhérents, donc une soixantaine d'adhérents, on a aussi quelques partenaires qui sont souvent des territoires, qui ont envie de s'engager en fait pour accompagner les acteurs, faire partie du mouvement. Donc ça peut générer des emplois, ça peut générer une visibilité aussi pour un territoire, faire une résonance avec la culture locale, le tourisme. Donc c'est vraiment les filières lainières sont très imbriquées finalement à la vie économique, culturelle, à la société de manière générale. Donc c'est sous cet angle-là, voilà. Ensuite, on établit en ce moment pas mal de partenariats, ou il y a pas mal d'échanges avec nos homologues ailleurs en Europe, avec des pays comme l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne, qui réfléchissent également, alors bon,
la Grande-Bretagne, c'est bien avancé, Mmh. mais parce qu'ils sont très bien structurés. Mais justement, ils souhaiteraient que le reste de l'Europe se structure également, parce que ben, plus il y aura de laine qui sera mieux traitée, mieux valorisée, de meilleure qualité, euh, plus la rémunération sera, Ouais, plus conséquente. les prix seront conséquents. Mmh. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une pléthore de possibilités pour acheter de la laine à bas coût euh, et de mauvaise qualité fait que ça traîne en fait, ça tire tout le marché vers le bas. Donc c'est important voilà, de s'inscrire dans un mouvement plus vaste et d'être bien conscient que, encore une fois, l'échelle nationale, en fait, elle est toute petite, elle est minuscule, euh, et que si on veut avoir une vraie voix et un vrai impact, peut-être à l'image, vous avez cité le chanvre, mais je citerai le lin européen, qui est très très bien structuré aussi enfin, ouais, depuis les années 50. Ça fait que ben, du coup, euh, ils ont une force hein, qui est de structuration, qui va de transformation Ouais. pro-locaux. Donc l'union fait la force hein, et je crois beaucoup que pour la laine, cette union, elle doit être européenne parce qu'on est dans un cadre commun en fait de valeurs, Mmh. à la fois parce que tous nos éleveurs sont soumis aux aides de la PAC, la politique agricole commune, euh, avec des cahiers des charges qu'ils doivent respecter, euh, notamment d'un point de vue social ou même bien-être animal. Donc, Mmh. on est déjà soumis à des règles qui ne sont pas valorisées pour la laine, mais qui pourraient Ouais. l'être et c'est ce que l'on souhaite faire. Parce que finalement, c'est facile, ça existe déjà. Nos éleveurs font déjà des efforts pour la viande, pour le lait. Mmh. Et ces efforts-là, ben, ils sont aussi valables pour le coproduit laine. Euh, donc ça, c'est un bon point. Et puis aussi pour les étapes de transformation, parce que bah, toutes nos entreprises sont également soumises à euh, retraitement des eaux, par exemple, à Mmh. usage ou non-usage de certains produits chimiques qui sont interdits dans, dans, Riche? sur le périmètre de oui, REACH, par exemple, Ouais. mais au Cotex, enfin, il y a beaucoup Ouais, d'accord. Tous les labels de et toutes les labels, certifications. Ouais, d'accord. voilà. Donc tout ça en fait fait que plus aussi je dirais toute une démarche de décarbonation qui est entreprise aujourd'hui par le monde de l'élevage et par le monde de Mmh. l'industrie aussi. Donc voilà, on voit bien que tout converge un peu et que dans un cercle européen, eh ben on partage ces valeurs-là, on va dans le même sens. Donc finalement, pourquoi pas réussir à labelliser Ouais. ces laines européennes d'une certaine manière. Parce que D'accord. ben, on sait que ça va être un coût de façon de rajouter cette couche-là. Mmh. Euh, si on veut pas que ça soit supporté par un petit nombre, hein, il faut découper en fait le coût en plus grand nombre. Donc voilà, travailler ensemble de concert sur une vision européenne, ça serait sans doute ce qui pourrait nous arriver de mieux et de plus impactant à plus court terme, quoi. D'accord, OK. Et sinon, point de vue, j'entends moi, mais je sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a quand même un redémarrage ou en tout cas une vraie activation sur la filière laine. Est-ce que ça vous le ressentez ou c'est juste, ou ou pas? Comment vous sentez un peu cette filière? Ben, depuis 2018, je pense que on a commencé à le ressentir, mais on y contribue également Ouais. dans une large mesure, en étant présent sur les salons, en étant présent au travers de tous nos membres et de chacun leur réseau. Ça Mmh. permet vraiment voilà, de faire rayonner au maximum ce qui se fait, les avancées individuelles de chacun et d'entreprendre voilà, des projets collectifs qui sont gagnants. Donc oui, euh, c'est sûr, je pense qu'on bénéficie, comme je le disais tout à l'heure, d'un réintérêt de la fabrication locale qui se double d'un réintérêt pour les biomatériaux, Ouais. quels qu'ils soient. Et donc, bah, la laine rentre, finalement, c'est là, on cumule les deux, euh,
cumule les deux. Donc, c'est vrai qu'on coche pas mal de cases. Euh, on coche pas mal de cases. Donc, c'est vrai que ça attise pas mal d'intérêts. Après, ce qui est complexe, c'est de faire converger cet intérêt, cette attraction avec la réalité du marché, les coûts. La Mmh. chaîne de transformation que je vous ai décrite, elle est longue, donc elle est coûteuse. Euh, Ouais, La laine, c'est 7 fois plus cher que le coton. Et en plus, aujourd'hui, c'est très facile de se fournir en fibres qui arrivent de l'autre bout de la planète, qui sont ouais, cultivées ou produites dans des conditions qui ne sont pas du tout celles de la communauté européenne euh, et qui, voilà, on a des scandales chaque semaine. Là. Donc, c'est mais pourtant, nous sommes en concurrence quand même avec toutes ces autres fibres, toutes ces autres sources possibles, et c'est souvent le prix en fait qui est un souci. ouais. Même si on revalorise pas auprès des éleveurs, eh ben, c'est toutes les étapes de logistique, de transformation ont un poids vu Mmh. qu'elles sont réalisées en local, qui bien sûr est bien plus supérieur à d'autres filières organisées différemment ailleurs en Asie, par exemple. Ouais. D'accord, bah, c'est hyper clair et est-ce que, du coup, vous auriez un bah, en gros, quels sont les prochains projets pour, le collectif tricolore et qu'est-ce que vous souhaitez personnellement à la filière laine pour, les années à venir? Alors, nos prochaines étapes, c'est en particulier de réussir un peu le lien avec nos partenaires européens et de pouvoir implémenter au maximum en fait les outils qu'on a développés, notamment l'outil digital, faire en sorte qu'il soit le mieux compris par l'ensemble des maillons, parce que c'est pas facile, hein. Les Français adorent la nouveauté, mais ils détestent le changement. Donc, ça va pas forcément être très simple de, 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 de faire la promotion en fait de cet outil. C'est pour ça on voudrait qu'il soit le plus gratuit possible, en tout cas pour les éleveurs, ça c'est certain, mais le moins coûteux possible, pour Mmh. que ça ne soit pas un frein à son usage et qu'on puisse enfin avoir une photographie de ce qu'est ce gisement, qui est méconnu. Aujourd'hui, les éleveurs ont le droit d'élever un peu les races qu'ils souhaitent, hein. Ils déclarent le nombre de têtes, mais pas nécessairement les races euh, et pas les croisements non plus. Ils ont tout à fait le choix de faire les croisements qu'ils veulent. Et en fait, dans les races, les croisements, les conduites d'élevage, Ouais. ce sont que des paramètres qui ont une importance très forte sur la qualité de la laine, la typologie de la laine qu'on va obtenir à la fin. Une même race dans deux modes d'élevage différents, c'est pas la même laine. Donc tout ça, en fait, toutes ces données, euh, tant qu'on les a pas, en fait, on est obligé de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire on mélange le Ouais. pire et le meilleur parce que c'est collecté à proximité et ça tire tout vers le bas. Mmh. Euh, donc voilà. Donc ça c'est vraiment un challenge pour les années à venir, c'est-à-dire à quel point on va réussir à implanter l'usage d'un outil digital. Alors, paradoxalement, c'est pas tellement le monde de l'élevage qui m'inquiète, parce qu'en fait, le monde de l'élevage, il est déjà pas mal digitalisé pour les produits lait et viande. Mmh. Donc, finalement, c'est pas là où il y a, à mon avis, où il y aura le plus grand frein. En revanche, sur la collecte, euh, c'est là où, en fait, on passe dans une boîte noire aujourd'hui, Mmh. euh, où on perd toute traçabilité parce que, voilà, commodité, Ouais. quoi que ce soit, mais en tout cas, ça génère, oui, plein d'inconnus, des mélanges qui sont qui sont bénéfiques sur un marché mondialisé à bas coût, de gros volumes à très bas coût, hein, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres des douanes, on exporte notre laine. Là, les chiffres de l'an dernier montraient 75% de la laine exportée vers la Chine, euh, avec à 1 euro à peu près du kilo, ce
chose, mais qui est payé en ce moment 10 centimes aux éleveurs, hein, donc c'est un marché de gros, de volume, à très bas coût. Euh, il faudrait rémunérer les éleveurs à 1 € à peu près pour leur permettre d'arriver à couvrir Hmm. les frais de compte Ouais. dans la plupart des cas. Donc on voit que, et donc 1 € par kilo, ça veut dire 2 € par brebis, euh, puisqu'il y a à peu près 2 kilos sur une brebis. Hmm. Donc voilà, on est loin d'en Hmm. être là. Et, euh, et donc voilà, donc c'est plutôt les maillons en suivant en fait qui sont pas trop habitués à la traçabilité, à la transparence et à la digitalisation parce que c'est incroyable, mais tous ces ballots se transportent avec des petits papiers agrafés qui se détachent, Bah ouais. remplis à la main, voilà. Donc c'est quelque part très archaïque. Donc là aussi, il y a un vrai challenge, c'est de pouvoir moderniser cette collecte, moderniser les pratiques pour les rendre plus actuelles, pour les fluidifier, pour pouvoir faire des économies d'échelle aussi, qui seront bénéfiques à tout le monde. Ah, top. Voilà, je pense que c'est un peu Deux grands les deux sujets. grands axes, la digitalisation de la filière et L'amélioration de la collecte. l'amélioration de la collecte et puis le lien à l'Europe avec une vision plus ample sur les questions de responsabilité. Je pense que c'est vraiment voilà, Top. incontournable. Bon, bah, c'était top. Ma dernière question, du coup, Pascal, c'est si vous aviez quelqu'un que vous aimeriez que j'aille interroger sur cette filière laine, à qui vous aimeriez passer le micro pour que j'aille, bah, pareil, poser ce genre de questions et continuer à approfondir ou amener un regard différent ou une spécificité. À qui vous aimeriez que j'aille voir? Alors, bah, j'ai commencé par le citer, donc je pense que Éric la Carlier? boucle, la boucle de laine serait bouclée. Même s'il aime pas tellement donner des interviews, je dirais effectivement Éric Carlier parce que lui, la laine, voilà, il l'appréhende de manière directe c'est un puits de connaissances qu'il s'est constitué et voilà. Et puis c'est quelqu'un qui parle très bien de son métier avec beaucoup de passion. Donc je vous encouragerai effectivement à sa rencontre et pouvoir échanger avec lui sur pourquoi s'être intéressé à cette Hum, matière. Il a beaucoup travaillé le mohair pendant longtemps, il travaille toujours, mais pourquoi avoir étendu euh, ses connaissances, son métier, ses tests. Quelqu'un qui est vraiment féru de, de tester des choses. Ce qu'il déteste le plus, c'est de refaire 2 fois la même chose. Donc, tester une nouvelle race, un nouveau mélange, un nouveau type de tissage, un nouvel ennoblissement. C'est un champ, je pense, pour lui de, de, de recherche et développement qui le passionne. Et le fait que ça parte du lien avec les éleveurs, je crois, ouais. bah, voilà, ça le rend très concret, très humain, mais il en parlera mieux que moi. Ok, bon, bah écoutez, j'irai contacter Éric Carlier. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Pascal, ou vous voulez qu'on s'arrête là? Le mot de la fin, j'y ai pas réfléchi, alors vous me prenez un peu de cours. Ça peut être quoi le mot de la fin? Non, il n'y a pas de fin, c'est une filière sans fin. Il faut surtout pas s'arrêter en fait. C'est ça que je dirais. C'est pas facile, ça marche pas du premier coup la laine, parce que on la connaît mal, parce que c'est une matière vivante. Mais il faut surtout pas s'arrêter, il faut pas lâcher. Je pense que ce travail de structuration, si on ne le pratique pas là maintenant, dans 5 ans, on aura perdu tous les gens Ouais, qui sont déjà souvent retraités, comme ça peut être le cas d'Éric, qui n'est pas à la retraite, mais qui est largement en âge d'y être. Euh, et, euh, et si on perd cette connaissance-là, sans passage de relais, parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt de la part du marché, de la part des consommateurs,
on va perdre une grande part de notre culture. Donc, et surtout une grande part de potentiel économique, Ouais. d'emploi, de liens au sein de la filière, le fait de, de créer un lien, un dialogue entre la population la plus rurale et la population la plus urbaine, à l'autre bout Ouais. de la filière, c'est magique. Enfin, je veux dire, ça fait la laine, elle fait société. Et c'est ça mon mot de la fin. Ok, bah merci beaucoup Pascal. Je coupe l'or. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!